La famille, il y a un mec qui a volé plus de 50 millions d'euros aux plus grosses boîtes en France. L'histoire est folle, vous êtes pas prêts, donc installez-vous, je vous raconte ça tout de suite. Wesh YouTube, la dernière fois j'étais avec mon pote Amine et on cherchait des histoires en fait liées aux arnaques spectaculaires. Et tu sais, je lui envoie une, il m'en envoie une, bref, vous connaissez le délire. Et à un moment, on tombe sur un Français qui a volé 50 millions d'euros. Bon, en fait, il était pas vraiment tout seul, mais 50 millions d'euros quand même. Disney, La Poste, Galeries Lafayette, bref. En gros, c'est plus de 30 sociétés qu'il a arnaqué. Et ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il manipulait les cadres de celles-ci. Un truc de malade. Mais si seulement il s'était arrêté là, non. Le gars a continué, mais bon, tu connais... Watch time, YouTube Money, je te dis tout ça à la fin. Avant de vous parler de l'arnaque en elle-même, il est important de s'intéresser au personnage. Gilbert Chicly. Gilbert Chicly, il est né en 65 à Belleville, c'est un quartier de Paris, et malheureusement, il est issu d'une famille pauvre. Il quitte l'école tôt, aux alentours de 13 ans, et à cause de ses petits délits, il se met à beaucoup fréquenter les maisons d'arrêt pour jeunes. Gilbert, c'est un véritable manipulateur, un embobineur, un arnaqueur, bref. Le gars accumule les mauvais traits de caractère. La preuve en est avec son début de carrière d'escroc, le mec vendait des publicités dans des magazines qui n'existaient pas. Il arrive même à se retrouver dans des bourbiers pas possibles, comme par exemple finir dans le coffre d'une voiture pendant 4 heures parce que monsieur avait des dettes auprès de mecs du poker et il avait toujours pas remboursé. Mais ça pour Chicly, c'est des broutilles. Il décide de passer à la vitesse supérieure, notamment avec sa célèbre arnaque qui va le rendre anonymement célèbre. Vous allez comprendre pourquoi, l'arnaque au faux président. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de l'arnaque, il y a une règle d'or, et je pense que vous l'avez vu avec l'arnaqueur de Tinder, plus c'est gros, plus ça passe. Et notre Gilbert, il l'a bien compris. En 2005, il réussit son premier vrai coup, et sa victime n'est autre que le groupe La Poste. Pour vous résumer la chose, il a réussi à extorquer 358 000 euros à une directrice d'agence, en lui faisant croire que cet argent allait servir à combattre le terrorisme. Comment est-ce qu'il a fait ? Oui, bonjour, je suis bien avec Madame Lacombe. Lucien Favre, directeur du groupe La Poste, avez-vous bien reçu ma missive numéro 123456 par mail pour le retrait de 358 000 euros en liquide? Oui, bonjour Monsieur Favre, oui, j'ai bien reçu votre missive. Comment puis-je vous aider? Écoutez Madame Lacombe, je vous appelle en toute confiance puisqu'aujourd'hui, j'ai besoin d'une collaboratrice fiable pour un sujet de la plus haute importance. Les services secrets français nous ont contactés dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et pour une question de flux qui doivent rester confidentielle, ils ont besoin de nous pour remettre cette somme de 358 000 euros auprès d'un des agents de la DGSE. J'ai besoin que vous les remettiez auprès de notre contact. C'est une question de sécurité nationale et je sais que je peux compter sur vous pour cette tâche. La meuf accepte, elle est ensuite contactée par un soi-disant agent des services de la DGSE, qui n'est autre que Gilbert Chicly qui se fait passer pour ce gars. Il lui donne rendez-vous dans un café et il procède à l'échange d'une mallette qui contient les 358 000 euros. En utilisant exactement le même procédé, il va réitérer les faits, mais cette fois-ci avec une agence LCL. Il appelle la directrice d'agence, il se fait passer pour son patron, blablabla. Bref, vous connaissez le schéma, et il arrive à récupérer 970 000 euros en liquide. D'ailleurs, la directrice d'agence LCL, elle a décidé de témoigner 10 ans après les faits. Je vous laisse écouter. Il arrive à dire voilà, moi, vous vous rendez compte, c'est quelque chose de la plus haute importance, j'étais en vacances, il me dit que quelqu'un va m'appeler des services secrets et que on doit absolument répondre à tout ce que cette personne va demander pour déjouer, je crois que c'est une problématique d'attentat ou quelque chose comme ça. Il m'a demandé de m'asseoir dans le bar en question, il m'a demandé de commander un coca, j'ai commandé un coca, il m'aurait dit de commander un Perrier, j'aurais commandé un Perrier. Enfin, si vous voulez, là j'étais vraiment, je ne faisais plus que ce qu'il me disait, j'étais un robot. Il me demande de descendre dans les toilettes et que quelqu'un allait frapper à la porte, genre il frappe 3 fois, comme un code quoi si vous voulez. Donc j'ai donné le sac, il a pris la boîte, il m'a rendu le sac. Il vous enferme dans un espèce d'entonnoir dans lequel vous n'arrivez pas à sortir. Et ce procédé, il l'a fait pendant des années. Au total, c'est plus d'une trentaine de banques et sociétés qu'il a arnaqué et à qui il a volé, on estime, environ 8 millions d'euros. Et en plus de ça, il y a des banques qui se sont heureusement rendues compte de la supercherie et qui ont réussi à sauver in extremis plus de 52 millions d'euros. C'est vous dire à quel point les sommes étaient vraiment incroyables. Mais là, vous devez vous dire, mais comment ça se fait qu'à chaque fois, ça passe? En fait, c'est simple. Il allait sur leur lieu de travail, il s'imprégnait des codes, du vocabulaire de la société, du poste de la personne qu'il devait contacter, et ça lui permettait en fait de préparer le terrain, notamment en fait en copiant les mails
type des PDG, etc. pour pouvoir en fait envoyer des faux mails avec des fausses adresses mail avec justement ces ordres de retrait, donc de sommes importantes pour pouvoir ensuite les retirer, les extorquer à ses victimes. Une fois les graines semées, il avait qu'à appeler ses victimes en leur rappelant que moi, PDG de telle société, je vous envoyais une missive pour un retrait de 350 000, 900 000 euros, etc. Les personnes étaient obligées d'acquiescer parce que, effectivement, le mail était arrivé, la confiance est à place, Gilbert déroule son blabla, les personnes sont en confiance, et malheureusement, il retire l'argent. Et tout ça, il le fait en abusant de la confiance. Il explique à sa victime, oui, j'ai vraiment besoin de vous, c'est une question de sécurité nationale, l'État a besoin de nous pour combattre le terrorisme. Donc la personne qui croit vraiment avoir affaire à son PDG, se sent investi d'une mission. Et en plus de ça, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute un sentiment d'urgence. Il faut qu'on fasse ça vite, l'État a besoin de nous, c'est une question de sécurité. Donc la personne, elle est prise dans un étau dans lequel elle ne peut pas s'en sortir, c'est juste horrible quoi. Finalement, Gilbert, il se fait coincer en 2009, mais il arrive à s'enfuir in extremis en Israël, pays qui n'a pas d'accord d'extradition pour ses ressortissants. En son absence, il est condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Mais si vous croyez qu'il allait s'arrêter là, ce n'est que le début. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le monde de l'arnaque, plus c'est gros, plus ça passe. Pour Gilbert, il faut passer à un autre stade. Il faut du lourd, il faut du très lourd. Et quoi de plus lourd, si ce n'est de se faire passer pour le ministre de la Défense, le ministre des Armées de l'époque, Jean-Yves Le Drian. Alors c'est parti, Chicli met son plan à exécution. Petit bureau de ministre, drapeau français et européen, petit masque de Jean-Yves Le Drian. Attention, c'est pas un masque que t'achètes sur Amazon, c'est un masque en silicone qui est fait justement pour imiter Jean-Yves Le Drian. Et d'après des experts, c'est un type de masque extrêmement cher à faire et qui est tellement précis qu'ils se demandent s'ils auraient pas dû avoir accès au visage de Jean-Yves Le Drian pour avoir une copie aussi efficace, on a envie de dire. Bref, Gilbert, il a fait son petit décor de streamer et là l'arnaque va démarrer. C'est du n'importe quoi. Gilbert va s'attaquer à des personnalités fortunées, notamment à la première qui s'appelle Guy Petrus de Lignac, qui est le propriétaire des domaines viticoles Petrus. Gilbert enfile le masque de Le Drian et lui fait croire que l'État français a besoin d'aide de Le Petrus pour des questions de sécurité nationale, encore une fois. En fait, il l'appelle sur Skype et en fait, avec tout son setup de streamer là, avec ses petits drapeaux, son masque en silicone, une qualité d'appel un petit peu douteuse, il arrive à faire croire à Guy de Petrus qu'il a vraiment affaire à Jean-Yves Le Drian. Sauf que comme je vous l'ai dit, la qualité des appels sur Skype, elle est vraiment mauvaise. Mais c'est volontaire, c'est pour pouvoir créer un flou. Le décor est vraiment éloigné, donc il y a un doute qui subsiste. Mais en plus de ça, le faux Le Drian demande à Guy de Petrus des sommes énormes. Et Guy il flippe, hein. Guy, il veut pas envoyer 3-4 millions d'euros comme ça par la poste. Et du coup, voilà, Guy il flippe, il se dit bon, c'est bizarre. Il demande conseil à des amis qui lui disent ouais, franchement, ça pue ton bail. Ton bail il pue mon frère. On voit pas d'argent. Guy de Petrus s'en est sorti et il l'a échappé belle. Mais c'est pas le cas de Nicole Bru. C'est une héritière d'un grand groupe pharmaceutique, je crois, qui s'appelle Alisol. Et elle a envoyé 1 million d'euros par virement sur des comptes étrangers. Mais sachez que elle, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Le roi des bouffons, malheureusement, dans le cas, c'est Karim Aga Khan. C'est un riche homme d'affaires turc. Et ce gars-là, il a envoyé, préparez-vous, il a envoyé 42 millions d'euros sur des comptes chinois. Le mec a cru qu'il allait aider la France en envoyant 42 millions d'euros sur des comptes bancaires chinois. Mais c'est très important, retenez-le bien, ces comptes bancaires chinois, parce que justement, ils ont aidé la police à coincer le faux Le Drian. Je vous explique. En parallèle de ça, il y a un chef d'entreprise d'une petite PME française qui a rendez-vous avec sa banquière. Et sa banquière lui dit pourquoi t'as envoyé 300 000 euros 2 fois 300 000 euros sur des comptes en Chine? Il lui dit bah non. Elle dit ah bah si, j'ai pas envoyé 300 000 euros. Elle dit c'est moi la banquière. Elle lui sort le relevé de compte, le mec voit 2 virements de 300 000 euros chacun et le mec pète un câble. C'est là où justement on fait le lien avec Karim Aga Khan, donc le chef, le businessman turc, pardon. La police se rend compte que les comptes bancaires sont les mêmes. Karim Aga Khan a envoyé 42 millions sur les comptes chinois qui sont les mêmes que le chef d'entreprise qui avait envoyé donc ces 2 fois 300 000 euros. En fait, pour l'histoire, le chef d'entreprise de la PME n'avait pas envoyé cet argent, c'était sa secrétaire qui avait reçu un appel du faux, donc Le Drian, mais c'était pas Le Drian, c'était Gilbert Chicli qui se faisait passer pour son patron. Donc il est revenu à la base avec l'arnaque au faux président et il a réussi à faire virer 300 000 euros 2 fois sur des comptes chinois. Mais l'une des erreurs de Chicli, c'est d'avoir trop joué sur le patriotisme de Le Drian. Un jour, Gilbert Chicli, toujours sous l'identité du faux Le Drian, appelle un chef d'État africain. Et à la fin de son appel, il finit par la fameuse phrase qu'on adore tous, vive la République, vive la France. Sauf que Le Drian, il dit pas ça. Le chef d'État africain, il connaît bien Le Drian. Ils sont souvent au téléphone ensemble et il sait que Le Drian dit jamais cette formule à la fin. Donc il a un doute et il passe un coup de fil au vrai cabinet donc de Le Drian et le cabinet lui dit mais non, tu nous as jamais eu au téléphone. On t'a jamais appelé, frérot. Et là, en fait, ça commence à mettre la puce à l'oreille, déjà au cabinet de Le Drian, mais aussi à pas mal d'autres victimes,
puisque le mot passe entre les victimes. Et c'est là où les rôles s'inversent. Gilbert n'est plus le chasseur, mais devient le chassé. Et ça se passe quand il essaie de soutirer de l'argent à Sophie Grenier, directrice financière de la Chambre des commerces et de l'industrie des Landes. Elle reçoit un appel du Faux Le Drian et elle tilt direct. Pourquoi le ministre de la Défense et des Armées va m'appeler moi? Pourquoi ce serait le ministre de la Défense qui l'appellerait? Elle comprend tout de suite et elle appelle direct la police. La police, eux, ils y voient une véritable opportunité pour piéger justement le Faux Le Drian. Ils ont déjà des doutes sur le fait que ce soit potentiellement Chicli vu la remontée avec les comptes chinois dont on vous parlait tout à l'heure. Et ils demandent à Sophie Grenier de jouer le jeu au maximum pour pouvoir soutirer un maximum d'infos et essayer de piéger Chicli. Et la stratégie, elle est payante de fou. Parce qu'en fait, Sophie Grenier et la police arrivent à enregistrer la voix lors d'un des appels, comme d'autres victimes l'avaient déjà fait. Et donc, on arrive à avoir une concordance vocale, on arrive à faire une analyse vocale. Je vous laisse écouter un des extraits. Vous avez compris, nous avons d'ores et déjà donc préparé des comptes en Chine parce qu'il n'est pas question de mettre en danger votre structure, donc elle n'apparaîtra nulle part. Et évidemment, nous vous renverrons l'ascenseur que les choses soient bien claires. Entre vous et moi, il s'agit de la liste des ressortissants français dans laquelle nous aimerions bien à ce qu'ils soient libérés dans un point délai, sans quoi, et très dépendamment de votre volonté, nous pensons au pire, si vous voyez ce que je veux dire. Chicli va commettre l'erreur fatale, c'est d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre. Son butin lui suffit plus, le mec a pas assez gras, il a pas assez mangé, les millions lui suffisent plus, donc ce qu'il fait c'est qu'il quitte son bunker à Ashdod en Israël pour l'Ukraine. Tout ça se passe en 2017 et le problème c'est que Chicli ne sait pas qu'il a un mandat d'arrêt Interpol sur la tête. Du coup qui dit Interpol dit repéré par la police à l'atterrissage et en fait la police se rend compte, après l'avoir suivi entre guillemets, qu'il monte dans un taxi et qu'il met une puce. Donc ils en déduisent automatiquement qu'il a acheté une puce et grâce à ça, ils vont réussir à traquer le téléphone. Bim, on met la filature en place. Finalement, la police le suit, il se fait arrêter de façon bien musclée et d'après lui, sa visite en Ukraine, elle était juste à titre religieux, c'était pour un pèlerinage. Sauf que les policiers qui l'ont arrêté ont trouvé dans son téléphone, dans l'historique Google, une simple recherche, masque Kiev silicone. Si vous voulez mon avis, faut qu'il arrête de prendre les gens pour des chèvres. On sait déjà que le gars utilise un masque en silicone pour ses arnaques en France. S'il est venu jusqu'en Ukraine avec cette même recherche-là de masque en silicone, c'est qu'il devait très certainement vouloir recommencer avec peut-être d'autres personnalités. Donc là, direction la prison pour Gilbert. Il finit dans une prison en Ukraine. Et ça se passe plutôt bien pour lui parce que le mec donne des petits pots de vin à droite à gauche pour récupérer des frigos, de la viande, de l'alcool. Son passage en Ukraine, en prison, se fait plutôt bien. C'est mon achat du jour, j'ai pris un frigidaire pour qu'on puisse avoir les entrepôts. Voilà. On est des mâles, on est des patrons et un restaurant des patrons. Et là, c'est vous dire le culot du gars. Il se permet même de faire une dédicace à la justice française. Allez, Khaïm, Billy, à notre sortie si Dieu veut. Et à nos millions. Plein de bonnes choses. La justice française, je vous... Après ces merveilleuses insultes auprès de la justice française, il est malheureusement pour lui extradé en mars 2018 et mis en examen pour l'affaire Le Faux Le Drian. Il est finalement jugé et condamné en septembre 2020 et il est condamné à 10 ans de prison, 44 millions d'euros d'amende et plus de 10 millions d'euros de dommages et intérêts, notamment pour les victimes à qui il a soutiré toutes ces sommes. Ces histoires d'arnaque à grande échelle, elles sont très souvent romancées et j'aimerais vous dire qu'il faut rappeler que des mecs comme Gilbert Chicli sont avant tout des voleurs. Les conséquences de ces actes sont juste dramatiques. La preuve en est, c'est que la première victime dont je vous ai parlé, du groupe La Poste, la directrice d'agence, elle, à cause de ça, elle a été renvoyée pour faute grave. Elle a perdu son travail, elle a perdu sa maison, elle a fini SDF. Il faut pas les mettre sur un piédestal parce que oui, c'est des blablateurs, c'est des conteurs d'histoire. Ça reste avant tout des voleurs qui ne méritent pas plus d'attention que ça. Là, je vais présenter l'histoire pour qu'on en parle, pour l'analyser. Mais en aucun cas on va glorifier ce genre de personnage. Encore pire, quand Gilbert était encore dans son bunker à Ashdod en Israël, qu'il était loin de la justice française, quand on lui parlait des dégâts qu'il avait causés avec l'arnaque au faux président en se faisant passer donc pour les PDG de société, lui en fait il prenait ça comme un jeu, comme un loto, et c'est juste catastrophique d'avoir ce genre de mentalité. Je vous laisse écouter. Écoutez, moi je vais vous donner un exemple qui est très simple. Demain vous touchez un loto, vous encaissez votre argent du loto. Mais pour encaisser ce loto, vous êtes obligé de remplir des cases et puis de mettre certains numéros. Moi, j'ai fait 10 numéros pour avoir le loto. J'ai fait 10 numéros de téléphone. Okay, donc j'ai fait le 01, etc., etc. J'ai eu un interlocuteur qui, lui, m'a transmis un loto. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Que je le refuse? Voilà la famille,
J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous savez que j'adore avoir vos retours. Je suis très friand de savoir ce que vous en avez pensé. On n'oublie pas, on s'abonne, le petit pouce en l'air. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Dédicace à personne, fallait être là.